lecteur, il a besoin que vous le mettiez dans la confidence. Il a besoin que vous lui donniez toutes les informations, parce que plus vous lui donnerez d'informations, plus il pourra s'amuser avec l'histoire, plus il pourra se projeter, plus il pourra se poser de questions, se dire mais attends, avec ça, plus ça, plus ça, plus ça, probablement qu'on va m'amener à cet endroit-là. Et vous, votre boulot, c'est pas de cacher les choses, c'est simplement de faire en sorte que le chemin que vous allez prendre soit plus surprenant que tous ceux auxquels peut penser le lecteur. Et à la fois surprenant et à la fois inévitable. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un principe d'écriture qui consiste à réutiliser les éléments que vous avez mis en place dans votre histoire pour créer de la cohérence, pour créer le sentiment d'unité, pour créer le sentiment de progression de l'histoire. Il y a un outil super utile, super pratique, super efficace, qui est la réutilisation des éléments qu'on a mis en place. En gros, en très gros, vous allez découper votre travail d'écriture en 2 temps. La première moitié de l'histoire consiste à introduire des éléments et la deuxième moitié consiste à les réutiliser, en tout cas à les combiner de façon à résoudre les problèmes qui ont été posés à votre personnage. Parce que on veut éviter le côté un peu magique de la résolution. Pour que le lecteur sente qu'il a sa place dans l'histoire, il faut qu'il puisse se projeter, qu'il puisse essayer de deviner les choses. Et pour deviner les choses, il va s'appuyer sur les éléments d'information que vous lui donnez tout au long de la narration. Si vous lui présentez un personnage, ce personnage va devenir, dans l'imaginaire du lecteur, une clé potentielle de résolution de l'intrigue. Si vous présentez un accessoire, cet accessoire va devenir un levier d'action du personnage pour plus tard. C'est un peu ce qu'on retrouve dans l'idée du fusil de Tchekhov, la règle qui dit que si vous introduisez un fusil dans l'acte 1, il faut qu'il est tiré d'ici la fin de l'acte 3. Ça, c'est une façon un peu synthétique de dire les choses. En gros, ce qu'on veut souligner par ce principe-là, c'est que le lecteur n'aime pas trop se sentir exclu de l'histoire. Il n'aime pas le Deus Ex Machina, il n'aime pas que tout d'un coup vous lui racontiez à la fin que « Ah, mais au fait, je vous ai jamais dit, mais machin, mon protagoniste, c'est un expert du karaté, c'est ce qui lui permet de se défendre contre les ennemis. » C'est pour ça qu'on travaille beaucoup la préparation paiement. La préparation paiement, c'est cette méthode d'écriture qui consiste, quand on sait qu'on va avoir besoin d'une information, que ce soit une compétence d'un personnage, que ce soit un objet qu'il possède, que ce soit une relation, on va s'assurer qu'elle ait bien été annoncée en amont du moment où elle devient utile. Si j'ai besoin que Starsky et Hutch aillent voir Huggy les bons tuyaux pour pouvoir récupérer un indice qui va leur permettre de trouver le criminel qu'ils sont en train de rechercher, il faut que j'ai en amont du moment où ils vont avoir besoin de cet indice, présenter Huggy les bons tuyaux, expliquer que c'était un personnage hyper connecté qui avait plein d'infos et qui va pouvoir les aider à avancer dans leur enquête. En termes de méthodo, il y a 2 aspects. Il y a un aspect, donc celui que je viens d'évoquer, qui est la construction a posteriori. J'ai déroulé mon histoire, je me suis rendu compte en cours de route des choses dont j'aurais besoin. Je prends le temps, dans ma réécriture, en amont de mon travail rédactionnel de réécriture, je prends le temps de placer les éléments dont j'aurais besoin. Donc les placer, ça veut dire les mettre en scène, ça veut dire les valoriser, ça veut dire les amener de façon dramatisée dans l'histoire, parce que ce qui est dramatisé attire l'attention du lecteur, capte son attention et l'aide à mémoriser les choses. Ce qui est juste mentionné comme ça narrativement a plus tendance à passer à l'arrière-plan de l'attention du lecteur et peut être plus facilement oublié. Donc dramatiser, c'est aussi mettre en valeur, mettre en lumière certains éléments de notre histoire, de notre univers et de notre intrigue. Donc ça, c'est le premier aspect, la préparation paiement qu'on fait a posteriori, mais il y a aussi un aspect en cours d'écriture. C'est-à-dire que pendant que j'écris, je vais pouvoir me demander chaque fois que j'introduis un nouveau personnage, un nouvel objet, chaque fois que j'introduis un nouvel enjeu, un nouveau décor, une nouvelle ressource, je vais me demander à quoi elle pourrait servir dans l'histoire. Puisque je connais mon intrigue, puisque c'est avec ça que je démarre, j'ai une question dramatique, j'ai une question à résoudre pour le personnage, j'ai une tension centrale qui concentre toutes les actions de mon personnage, je peux aussi me demander comment les personnages que j'introduis viennent nourrir cette intrigue. Nourrir l'intrigue, c'est pas forcément aider à la résolution, jusque-là j'ai parlé de résolution, c'est aussi aider à l'intensification du conflit. C'est aussi contribuer à rajouter des obstacles. La règle de préparation, elle vaut aussi bien pour les éléments de résolution que pour les éléments de conflictualisation, ou en tout cas d'augmentation de la dramatisation. Un bon exemple de ça, si j'ai un fusil et qui tire, ça va créer un rebondissement qui va augmenter peut-être l'intrigue plutôt que de la résoudre. On peut le dire autrement, on peut dire que l'intrigue naît justement parce que les éléments qui la constituent sont mal combinés. Cette résolution d'intrigue, c'est comme un puzzle, c'est-à-dire qu'on va déplacer les pièces de façon à pouvoir constituer l'image qu'on veut constituer. Tant que les pièces ne sont pas assemblées de la bonne façon, le mystère reste entier, le problème reste irrésolu.
Donc tout le long de l'histoire, ce qu'on cherche à faire, c'est à recombiner les choses. Est-ce que je peux modifier cette relation? Est-ce que je peux utiliser cet objet à cet endroit-là? Est-ce que je peux prendre cette information et l'appliquer face à telle énigme? Est-ce que ce lieu va être un lieu de ressources pour moi ou pas? Ces questionnements-là, finalement, c'est ce qui nourrit les actions du personnage. Le personnage va regarder sa main de cartes, et c'est l'ensemble des ressources dont il dispose. Il va regarder son problème et il va essayer d'utiliser les cartes qu'il a en main pour résoudre son problème. Et ça va pas fonctionner pendant un long moment, parfois ça va même faire empirer les choses, jusqu'au moment où il va trouver l'assemblage qui correspond. Donc on a une première partie de l'histoire qui consiste pour le personnage à récupérer ses cartes, c'est-à-dire voilà, tiens, j'ai telle ressource, j'ai telle ressource, j'ai telle ressource, j'ai telle ressource. Et une deuxième partie de l'histoire qui consiste à utiliser ces ressources et à essayer de les combiner de la meilleure façon possible. Alors c'est pas aussi linéaire que ça dans la pratique, mais le fait de l'imaginer de façon simplifiée comme ça peut vous aider à le mettre en application. Mettons que vous racontiez l'histoire d'un groupe d'amis dysfonctionnels. C'est une mauvaise combinaison des pièces, puisqu'on a des relations qui ne fonctionnent pas. L'incident déclencheur va être que, par exemple, l'un des amis en question se retrouve à l'hôpital, ou déménage, ou divorce, ou alors qu'ensemble ils commencent une nouvelle activité, ou ils partent en vacances ensemble, peu importe, il va y avoir un truc qui va se passer, qui va faire que la structure va pouvoir éclater. On a introduit l'extérieur dans leur groupe, dans leur système relationnel. Cette intrusion de l'extérieur, cette intrusion d'un facteur externe va venir brouiller leurs réflexes relationnels, la façon dont ils ont l'habitude de marcher ensemble, et ça va permettre de dévoiler des ressources chez certains personnages qui étaient peut-être en dormance, ces ressources. Ça va permettre de faire émerger de nouvelles sources d'intérêt, ça va permettre d'introduire de nouvelles personnes dans le groupe, et cette modification-là de la situation de départ va permettre de redéfinir les relations. Donc en fait, on va passer la première moitié de l'intrigue à faire rentrer les éléments nouveaux, et la seconde moitié de l'intrigue à montrer les conséquences de l'arrivée de ces éléments nouveaux. Peut-être que le personnage qui a divorcé rencontre sa nouvelle intérêt amoureuse qui réveille des sentiments romantiques chez un de ses amis qu'il avait refoulé depuis 15 ans parce que l'ex de la divorcée avait été le premier à sortir avec elle, un truc comme ça. Il y avait ça dans le film que j'ai regardé hier, qui s'appelait Jeu de pouvoir. Il y avait un petit truc un peu comme ça. Le ressentiment peut ronger le personnage depuis cette période et là il décide de tenter sa chance. Et ça va permettre de peut-être résoudre le problème de fond qu'il y avait dans l'histoire. Plus vous réussirez à utiliser les éléments de la première moitié de l'intrigue pour dérouler la seconde moitié, plus votre lecteur se sentira impliqué, puis il sera satisfait parce qu'il y aura une forme d'intelligence dramatique. C'est-à-dire qu'il y a une manière de brouiller les pistes sans masquer d'informations. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que les auteurs débutants ont tendance à retenir des informations, à dire oui, mais si je dis à mon lecteur le truc, il va deviner là où je veux l'amener et ça va pas du tout. Alors, je vais pas lui dire. Je vais pas lui dire que mon personnage était amoureux de sa meilleure amie depuis des années. Je vais pas lui dire, je sais pas moi, que mon héros connaît le karaté. Comme ça, il aura la surprise et ce sera génial pour lui d'avoir la surprise. C'est faux, c'est pas une surprise agréable en fait, c'est une surprise toute pourrie. C'est vrai, attends, tu m'as pas fait assez confiance pour me mettre dans la confidence. Il y a un petit peu cette notion-là. Le lecteur, il a besoin que vous le mettiez dans la confidence. Il a besoin que vous lui donniez toutes les informations, parce que plus vous lui donnerez d'informations, plus il pourra s'amuser avec l'histoire, plus il pourra se projeter, plus il pourra se poser des questions, dire mais attends, avec ça, plus ça, plus ça, plus ça, probablement qu'on va m'amener à cet endroit-là. Et vous, votre boulot, c'est pas de cacher les choses, c'est simplement de faire en sorte que le chemin que vous allez prendre soit plus surprenant que tous ceux auxquels peut penser le lecteur. Et à la fois surprenant et à la fois inévitable. Donc en termes pratiques, ce découpage en 2 temps de l'intrigue, ça ressemble à ça. Quand j'introduis un personnage, quand j'introduis un décor, je vais le faire de façon à rendre apparent les traits de la caractérisation de ce personnage, de ce décor, de cet objet, qui seront déterminants pour l'intrigue, que ce soit pour la résolution de l'intrigue ou que ce soit pour sa complexification. Et je ne vais pas les utiliser tout de suite, je vais simplement les présenter. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de parler de hiérarchie d'information. Donc dans une scène, il y a plusieurs niveaux d'information et il y a des informations qui sont mises en avant parce que la narration leur donne plus de place qu'à d'autres. Pas forcément parce que vous passez plus de temps dessus, mais parce que vous dramatisez davantage, vous mettez un conflit, vous mettez un enjeu sur ces éléments d'information plus que sur d'autres. Si je reprends l'histoire du karaté, je peux faire une scène dans laquelle je sais que je veux introduire l'idée du karaté, où je vais faire peut-être mon personnage dans un cours de karaté pour montrer qu'il sait faire le karaté, donc c'est incarné, c'est vécu, mon lecteur peut le ressentir, peut le voir, peut s'en rappeler. Et en même temps, l'objet de la scène, c'est pas le karaté. L'objet de la scène, ça va être une conversation, peut-être avec des enjeux forts, où, je vais reprendre mon exemple, ce serait une très mauvaise scène, mais où mon personnage parle de l'amour qu'il a pour sa meilleure amie depuis longtemps et qu'il a jamais dit parce que elle s'est mariée avec son autre meilleure amie et que du coup, il a refoulé ses sentiments depuis 15 ans. Là, il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'on va présenter un enjeu émotionnel, relationnel sur ce personnage-là, probablement qu'on l'aura montré avant, et que ça va être comme une révélation de dire « Ah ok, son comportement étrange de la scène précédente, c'est parce que
il a cet amour comme ça qui est enfoui et qui est refoulé, mais qui est toujours vivant depuis longtemps. Et en même temps, on le fait dans un contexte de scène qui montre, sans jamais le dire, sans jamais l'expliciter, sans jamais en faire un objet de dramaturgie, que le personnage connaît le karaté. On va le montrer être très bon au karaté, sauf que l'attention sera tournée vers l'objet de la discussion et pas vers la compétence. Les deux informations sont importantes et utiles et nécessaires à l'histoire, et en même temps, elles sont hiérarchisées dans le sens où il y en a une qui porte des enjeux et l'autre non. Le karaté, il n'y a pas de difficulté, il est en train de faire son cours, très bien, tranquille, pas de problème, il sait ce qu'il fait, il n'y a pas d'enjeu, on n'est pas en compétition, il n'y a pas de grosse deadline ou quoi, parce que c'est pas ça le sujet de notre histoire, et en même temps, comme on veut qu'ils connaissent la compétence parce qu'on va l'utiliser plus tard, et qu'on veut pas que le lecteur se dise ah, bah, comme par magie, le personnage connaît le karaté, eh bien, on le montre en train de pratiquer. Concrètement, voilà comment on fait. C'est-à-dire qu'on va identifier les informations qui nous sont utiles pour la résolution de l'histoire et pour sa construction. On va les préparer et on va se demander quelle est la meilleure manière de les mettre en scène. Et la meilleure manière de les mettre en scène, c'est simplement de les montrer, de les raconter, de les faire vivre aux personnages. Et celles qui ne sont pas utiles tout de suite et qu'on ne veut pas rendre trop prévisibles, c'est-à-dire qu'on ne veut pas montrer une scène de karaté en se disant ça va être utile pour mon personnage plus tard, eh bien on va les cacher, celles-ci, en pleine vue, c'est-à-dire qu'on va les mettre vraiment très clairement dans l'histoire, on ne va pas les dissimuler, mais on va les cacher derrière le paravent d'une autre information qui, elle, sera chargée d'enjeu. Je vous laisse jouer avec ces notions. Souvenez-vous que la façon la plus facile de le faire, c'est vraiment de vous demander à chaque fois que vous introduisez un personnage, à chaque fois que vous introduisez une ressource pour un personnage, c'est de vous demander comment cet élément que vous avez introduit servira au reste de votre intrigue pour pouvoir réexploiter au maximum les éléments que vous avez introduits plutôt que d'en ajouter tout le temps des nouveaux qui vont, au bout d'un moment, qui peuvent donner l'impression de trop plein, d'un peu de dispersion de l'attention du lecteur, et puis après vous verrez comment les construire de manière plus subtile dans votre narration. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ciao.